Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Rencontrer aujourd'hui Gwenaëlle, qui est partie au Vietnam en 2005 sans même savoir si elle reviendrait avec un enfant. Accompagnée par son interprète, elle a vadrouillé d'orphelinat en orphelinat, chaque jour sans relâche et toujours avec cet espoir qui brûle au fond d'elle. Des anecdotes dans tous les sens, on revivrait presque l'expérience avec elle. Son chemin jusqu'à la rencontre avec son fils, c'est maintenant. Et la suite, c'est pour bientôt. Salut Gwenaëlle, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast 7h30. Merci de m'avoir contactée pour témoigner de toi, de ton histoire. Je veux bien que tu te présentes à nos auditeurs. Qui es-tu ? Bonjour Louise, du coup donc Gwenaëlle, j'ai 55 ans, j'habite à Saint-Malo et je suis, maman, célibataire d'un petit garçon, enfin d'un grand garçon maintenant, que j'ai adopté, au Vietnam seule en 2005. Cette idée d'adoption ou cette volonté d'adopter, c'est quelque chose qui est arrivé à quel moment dans ta vie ? C'est arrivé au moment où, j'étais en couple, j'ai appris que j'avais des problèmes de fertilité. Le couple, n'a pas tenu. On s'est séparés et pour moi, ça a été une évidence, heu, de suite, d'emblée, d'adopter. Puisque j'ai été élevée avec des parents, qui m'ont toujours on en a discuté, qui m'ont toujours dit que s'ils n'avaient pas pu avoir d'enfants, ils auraient adopté. Donc c'était pour eux un cheminement mais naturel, et c'était très naturel pour moi de m'orienter vers, l'adoption. J'ai pas eu de deuil, à faire moi de fertilité, de me dire: «Je ne porterai pas d'enfant». Ça a été une évidence, mais dans ma vie, il y a eu beaucoup comme ça d'évidences, et ça en fait partie. C'est rassurant même, je trouve. Oui, 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 parce que c'est vrai que j'y réfléchis, il y a eu toute une période quand même de réflexion, voilà, j'étais pas voilà, ça se prépare, ça se mûrit, voilà, c'est pas parce que j'avais des problèmes de voilà, pour concevoir un enfant, je me suis dit: «Bon, voilà, tout de suite, c'est l'adoption». Non, il y a eu une grande période de réflexion, de préparation, mais en revanche, sur, le fait en tout cas, de ne pas apporter d'enfant, de voilà, de m'orienter vers l'adoption, ça c'était une évidence. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? J'avais 37 ans, 37 ans. OK. Et alors, c'est quoi la première démarche que tu as faite, pour l'adoption? Pour le parcours d'adoption? Alors je me suis, informée, j'ai lu des bouquins. Il y avait, je me souviens plus à l'époque, mais il y avait c'est une femme qui est journaliste, qui a adopté seule. Parce que je savais même pas qu'on pouvait adopter seul moi à l'époque, voilà, j'étais persuadée qu'on ne pouvait adopter qu'en couple. Et voilà, donc en tant que maman célibataire, enfin future maman célibataire, femme célibataire, je ne savais pas. Donc j'ai lu un bouquin, c'est une journaliste qui a adopté seule une petite fille, et elle évoque donc son parcours d'adoption, donc avant l'adoption et puis ensuite, comment ça se passe. Et c'est là où je me suis dit: «Mais finalement c'est possible. En tant que femme célibataire, c'est possible». Et il y avait aussi Angelina Jolie, l'actrice, qui avait adopté seule, un un petit garçon. Et je me suis dit: «Bah, finalement, voilà». Donc je me suis renseignée en tant que femme célibataire pour connaître un peu les démarches, voilà, d'adoption, femmes célibataires, et quels pays aussi peuvent accueillir, des postulantes à l'adoption, célibataires, parce que c'est tous les pays, ne voilà, ne le permettent pas. Et donc j'avais fait cette démarche au préalable, et puis ensuite je m'étais renseignée sur, l'agrément. Heu, voilà, j'avais assisté à quelques réunions, mais très peu finalement, parce que j'ai souvent, dans ma enfin, en tout cas en ce qui me concerne, mener mes parcours un petit peu seule. Voilà, je vais, chercher les renseignements à la source, les informations à la source, mais j'évite de trop écouter d'histoires, parce que je trouve que chaque chemin
chaque parcours est différent, chaque histoire est différente et j'essaye de pas, Ouais, en fait, c'est un peu tu pas trop d'interférences pour pas te mettre des nouvelles idées pas forcément bonnes en tête et te être exactement dans la et confusion. exactement. Voilà, pour pouvoir, mener ma réflexion aussi seule, mon parcours qui sera différent de celui des autres et c'est ce qui s'est passé, hein. Même sur place au Vietnam, chaque parcours était différent, chaque histoire était différente. Donc c'est avoir vraiment les informations qui me sont utiles et ensuite je chemine, seule ou en tout cas avec mes amis, ma famille, mais j'évite, aussi tout ce qui est un forum ou trop de réunions d'informations avec, des futurs adoptants, des parents qui ont adopté et cetera. Oui, mais tu étais entourée par ta famille, par tes amis quand même, qui j'imagine ont été d'un bon soutien aussi, dans ce parcours? Oui, ma sœur, ma famille, tout de suite, hein, qui m'ont enfin, p même pour eux, c'était une évidence, c'est, bah, voilà quoi. Pour la famille aussi, pour ma famille, c'était une évidence, hein. Et J'ai alors, eu aucun blocage, aucun, frein, heu, en tout cas dans mon environnement personnel. ouais, mais ça c'est chouette parce que ça t'apporte aussi de la sérénité, Mmh, de la simplicité, j'imagine. ouais. Et alors tu parles du Vietnam depuis, tout à l'heure. Pourquoi le Vietnam? Donc déjà, je me suis renseignée sur tous les pays qui pouvaient, accueillir des femmes célibataires pour l'adoption. Heu, je souhaitais aussi, un enfant, très jeune, puisque étant, amenée à l'élever seule, donc n'ayant pas de soutien, en tout cas dans un premier temps de conjoint, je souhaitais un bébé idéalement, et qu'on puisse, ben, grandir ensemble et le Vietnam, du coup, me permettait d'avoir des soutiens sur place, de par des connaissances, donc des Vietnamiens qui pouvaient m'accompagner, me soutenir, et être là au cas où, hein, si j'avais besoin d'eux, hein. Et parce qu'effectivement, ils proposaient aussi à l'adoption des enfants jeunes et des bébés, hein. Et donc la première fois que tu es allée au Vietnam, c'était quand? Donc je suis allée au Vietnam la première fois, c'était en novembre, 2005, hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est on choisit, on peut pas aller partout au Vietnam. Il faut choisir soit le nord, soit le sud. C'est-à-dire que si on dépose un dossier pour, en vue d'une adoption dans le sud du Vietnam, on ne peut pas se rendre dans le nord et vice versa. Et les procédures sont différentes entre le nord du Vietnam et le sud. Donc moi, j'ai choisi le sud Vietnam, d'autant que mes contacts, sur place étaient dans le sud, Vietnam, à côté de Saigon. Et alors quand on échangeait la dernière fois, tu me disais qu'au début, les frontières étaient pas vraiment ouvertes pour adopter des enfants pour, la France, c'est pas ça? Ouais, le Vietnam, s'est réouvert à l'adoption, enfin, je crois que c'était en 2004, hein, à peu près, 2003 peut-être, fin 2003-2004. Le Vietnam était fermé à l'adoption depuis plusieurs années. C'était la France était un des pays phares vraiment, principaux pour l'adoption au Vietnam et il y a eu des problèmes de corruption au Vietnam. Ce qui fait que le pays s'est fermé à l'adoption, en tout cas pour la France. Et il s'avère qu'à l'époque, le couple hallyday, souhaitait, adopter au Vietnam et Bernadette Chirac est intervenue auprès, des autorités pour pouvoir réouvrir, le Vietnam à l'adoption, française. Donc évidemment, on ne pouvait pas le faire que pour le couple hallyday, donc le Vietnam s'est réouvert et les Français ont pu à nouveau, adopter au Vietnam. Donc moi, je suis arrivée, peut-être un an après, après la réouverture. Alors bien sûr, hein, dans un cadre, du coup, beaucoup plus réglementé, hein. Après il y a eu des cas de corruption, ça ne voulait pas dire qu'avant, il n'y avait que ça, enfin voilà, en tout cas entre la France et le Vietnam. Mais, donc il y a eu un travail, voilà, sur la réglementation pour pouvoir, bah, conforter, valider et éviter, à nouveau d'être confronté à ces problèmes de corruption et je suis arrivée à ce moment-là, donc au Vietnam, voilà, en 2005. Et tu disais, tu étais entourée même sur place au Vietnam. Oui, Est-ce que par moment tu t'es sentie un peu seule dans cette, pas du démarche? tout, enfin, pas du tout parce que déjà je suis assez solitaire aussi, voilà, je gère très bien la solitude.
J'ai eu toujours l'habitude de voyager, donc je me suis absolument pas sentie seule, au Vietnam. J'ai eu un grand moment de solitude en arrivant, à 6 heures du matin, dans mon hôtel, à côté de l'aéroport où, ma chambre n'était pas prête et ça grouille, ça fourmille au Vietnam. Il y avait des milliers de personnes, autour de moi. J'étais là en train de prendre mon café, à regarder tous ces Vietnamiens, partout. Et je me suis dit, là, je me suis rendu compte que j'étais dans un grand pays quand même, avec beaucoup de monde. Et je dis, mais mon enfant, est-ce qu'il est là? Est-ce que je vais le rencontrer? Est-ce qu'on va se trouver? Est-ce que voilà. Donc j'ai eu toutes ces réflexions. J'ai eu ce grand moment de solitude. Je me dis, mais où est mon enfant? Est-ce que voilà, est-ce qu'il est là déjà? Est-ce que je vais le rencontrer? Je vais le trouver dans ce pays, surtout que Saïgon, ça fourmille de partout. Enfin, et je me dis, mais comment je vais faire? Je suis partie, je n'avais qu'un contact, c'était une interprète. Euh, Quand on arrive au Vietnam, il faut se rendre au consulat. Mais il n'y a pas y a pas de correspondance ou de lien avec le consulat en amont. C'est une fois qu'on arrive sur place. Donc la seule chose que je savais, c'est que j'avais mon interprète et que je devais aller au consulat. C'est tout ce que je savais. Voilà. Donc il y avait quand même un grand vide, donc grand moment de solitude. Et puis après, bon, après, j'ai pris possession de ma chambre d'hôtel et c'était déjà quand même dans une ambiance un petit peu plus calme. Donc là, ça m'a permis de me poser et de me dire, on va y aller étape par étape. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est que bon, je passe un peu peut-être du coq à l'âne, mais on m'a souvent dit que j'étais courageuse, que c'est extraordinaire ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai pas pris l'ampleur, peut-être, de tout ce qu'il y avait à vivre, à ressentir, à gérer. J'y suis allée étape par étape, vraiment, sans penser à tout ce que tout ce à quoi je pouvais être confrontée. J'ai pas trop anticipé non plus. Pour éviter justement de stresser, d'avoir trop de charge mentale également, et puis et de prendre ça aussi avec une certaine distance émotionnelle, hein. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en revanche, j'essayais vraiment souvent d'avoir une certaine distance émotionnelle pour me préserver. C'était te préserver de quoi? Préserver des désillusions, de la difficulté, de ces moments de solitude, de ces moments de découragement. Enfin, voilà, il y en a eu, hein, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Il y a eu des moments très difficiles, que j'ai pris en pleine face, hein, où là, justement, même en essayant de me préserver, ça a été des moments très, très compliqués. Donc c'est vrai que à partir du moment où j'essayais quand même de me préserver émotionnellement, je pense que j'ai mieux vécu. Voilà, ce séjour au Vietnam à la recherche, de mon enfant, mieux que certains parents que j'ai pu rencontrer. J'ai évité aussi les hôtels d'adoptants au Vietnam, parce que ça, c'était quelque chose, je voulais absolument pas être confrontée à ça, c'est-à-dire me retrouver avec des adoptants ben, voilà, qui étaient à différentes étapes, avec, parce que je suis quelqu'un de très à l'écoute des autres. Mais là, je ne souhaitais pas justement partir en étant trop à l'écoute des autres, mais plutôt à mon écoute à moi. Voilà. Parce que je pense que, et de la même manière, c'est une charge émotionnelle des fois qui peut être très lourde. Ça m'est arrivé de rencontrer des adoptants avec leurs histoires, qui avaient besoin d'écoute, hein, et vraiment, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit. C'est très égoïste, hein. C'est très, très personnel, j'ai envie de Ouais, dire. ouais, ouais. Et puis moi, j'entends beaucoup ce côté détermination aussi qu'il y a Mmh, dans ce que tu nous mmh. partages, tu vois, du courage et de la détermination. Et je trouve que c'est important, ce que tu dis, tu vois, de savoir aussi se protéger de tout ce qu'il y a autour, de tout ce dont aussi parfois on n'a pas besoin, tu vois. Ouais, De ne pas se laisser imposer des choses qui peuvent aussi, toi, te mettre dans des contextes émotionnels compliqués, etc. Et c'est exactement. vachement bien. Le contexte émotionnel est déjà très compliqué. Donc si on se préserve pas un tout petit peu et si on prend les histoires des autres, hein, voire même, hein, moi j'ai eu un coup de fil avec le décalage horaire d'une copine qui m'appelait de France en me disant rentre tout de suite en France, ne reste pas au Vietnam, tu vas pas y arriver.
Parce que déjà, il faut que tu parles couramment vietnamien, parce que moi, je connais des personnes qui ont adopté au Vietnam, et à partir du moment où tu parles pas un peu vietnamien et que tu n'es pas accompagné par une association, tu y vas toute seule, dis ça va être trop difficile, Gwen, tu ne vas pas y arriver, rentre. Et là, c'est de ça quand je parle qu'il faut se préserver. Voilà, parce que ne pas trop écouter, hein, faire le tri des informations que tout le monde nous envoie et se préserver. Et suivre son chemin. Tracer sa Ouais, route et suivre son chemin. c'est ça et en plus, toi, quand tu arrives au Vietnam, tu as pas de contact avec un enfant qui est né, donc tu Non, arrives, tu sais pas encore où sera cet enfant. Est-ce que, non. sur ce voyage-là, que tu fais d'1 mois, tu vas le rencontrer ou pas? Mmh. Je sais pas, C'est je sais rien. Je sais rien, j'ai une interprète. Ensuite, ben, c'est aller au consulat où ils nous remettent une liste, d'orphelinats et avec son interprète, c'est, de prendre contact avec ces orphelinats et d'y aller et d'aller sur place. En sachant que c'est des heures tous les jours de voiture, aller-retour. Je crois que le plus long voyage, c'est là où j'ai adopté mon fils, après dans un deuxième temps, mais c'était, Can Tho, dans le Mékong, 10 heures aller-retour dans la journée et c'est comme ça tous les jours sauf le week-end, puisque les orphelinats sont fermés le samedi et le dimanche. Donc c'est tous les jours, 10 heures, 4 heures, 3 heures de voiture, pour, 5 minutes dans un orphelinat où ils nous disent: «Non, il n'y a pas d'enfants pour vous, il n'y a pas d'enfants adoptables, il n'y a pas d'enfants adoptables» et ce pendant 3 semaines. Mmh. c'est intense, hein? C'est très intense. Là où, même si j'essaie de me préserver émotionnellement, c'est toujours très difficile, on n'y arrive pas toujours, hein. J'ai ma meilleure amie qui m'a accompagnée, ça faisait une c'est elle est arrivée la deuxième semaine où j'étais au Vietnam. Elle m'a accompagnée, elle est venue au Vietnam et pour, m'aider dans mes, visites aux orphelinats, juste m'accompagner, hein et vraiment elle a rien vu du Vietnam, je crois quasiment rien vu du Vietnam. Elle m'a accompagnée et elle m'a été d'un grand soutien et donc c'est comme ça, c'est tous les jours dans la voiture, tous les jours 5 minutes, pas d'enfant, pas d'enfant, pas d'enfant. Le jour où elle est partie, elle a pris l'avion, je lui ai dit: «Je vais m'écrouler, mais je vais m'écrouler quoi». Elle est plus là, c'était en plus la 2e semaine donc c'est rien il y a rien eu quoi. C'était le enfin voilà quoi, c'est toujours la même routine, orphelinat, route, non, il y a pas d'enfant et contrairement à ce que je pensais, elle a pris l'avion et là j'ai dit: «Gwen, tu es toute seule maintenant, donc maintenant tu mets toute ton émotion de côté. Tu vas dans les orphelinats comme si, bah, tu allais, faire une visite mais sans émotion derrière, sans qu'il y ait un enjeu derrière. Tu prouves que tu es motivée, tu prouves que tu as envie et tu fais tes 10 heures de route, tes 5 heures de route, tes 6 heures de route, tu vas dire bonjour, tu vas entendre qu'il n'y a pas d'enfant adoptable et tu repars. Et comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours, et ne lâche rien. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas écroulée, j'ai pas pleuré, alors que quand elle était là, je pleurais parce que des fois, j'en pouvais plus. Je n'ai plus pleuré une seule fois. Je n'ai plus baissé les bras ou une seule fois, et je me suis vraiment mais comportée comme une guerrière, quoi. Avec par contre toute mon émotion. Là, je l'avais complètement mise de côté. Oh, je voyais plus, j'imaginais plus un enfant, voilà, dans l'orphelinat où j'allais me rendre. Non, je disais: «Il y a la secrétaire», souvent des anciens cadres, communistes, «il y a la secrétaire qui va pas me sourire ou la directrice ou le directeur, et puis, c'est: "Bonjour, c'est à nouveau moi, je reviens"». Voilà, que est-ce qu'il y a, est-ce que voilà, est-ce que, il y a voilà, il y a un enfant, éventuellement pour, qui pourrait être adopté? Enfin voilà, enfin bon, je ne sais plus exactement comment, je m'exprimais et puis, non, non, sans sourire et puis je repartais. Voilà. Et est-ce que le fait de se présenter régulièrement dans les mêmes orphelinats, ça pouvait être, mieux vu peut-être? Ouais. Mais il y a que ça qui comptait quasiment, ouais. Honnêtement, les Vietnamiens, ce sont les actes qui comptent.
Donc il faut y aller, revenir. Ils sont absolument pas sensibles à nos émotions. C'est voilà. Même mon interprète, hein, quand je pleurais, parce qu'il y avait des journées très difficiles, quand je pleurais, hein, elle me disait mais reprenez-vous, enfin, de la dignité, reprenez-vous, on y retourne demain, soyez prête. Hein. Et ne lâchez rien, on va y arriver, on va y arriver. Tiens. Et voilà comment elle me parlait. Tiens. Et moi j'étais là, je dis putain, je ne peux plus, je la supporte plus. Hein. Elle avait aucune empathie, hein, et zéro quoi. Et je me souviens, mais de scènes. On était au restaurant, quoi. Parce que je partais tous les jours avec elle, hein, et un chauffeur. Et moi, j'en pouvais plus, quoi. Je passais par tous les stades, hein, émotionnels, hein, même si j'essayais de me préserver. Hein. Sans essayer de me préserver, je crois que vraiment, des fois, ça aurait été des journées impossibles à gérer. Et je la voyais au restaurant avec le conducteur, hein, et il mangeait comme si de rien n'était. Moi, j'en pouvais plus, j'avais pas faim, je mangeais pas. Et j'étais là, elle me comprenait, hein. Elle me comprenait, parce elle parlait couramment français. J'ai dit, je vous supporte plus, Eliane, je vous supporte plus. Hein. Vous êtes là, vous me dites que ça va aller, mais je vous crois pas. C'est pas possible, ça va pas. Et elle me regardait même pas. Elle mangeait. Et puis à la fin de la journée, elle me déposait à l'hôtel. Et elle me disait, soyez prête demain. Vous allez voir, on va y arriver. Et lâchez rien. Oh là là, voilà comme elle me parlait. Mais voilà, et c'est ça au Vietnam. Et donc pas de sourire, pas de montrer absolument rien quand j'allais dans les orphelinats. Et c'était d'une dureté. Et ils disaient non, il n'y a pas d'enfant adoptable. C'était leur terme, hein. Il n'y a pas d'enfant adoptable. Il n'y a pas d'enfant adoptable. Et ça ne servait à rien d'essayer de discuter. Il fallait repartir et revenir. Et après, ils nous reconnaissaient. Au bout de 2, 3, 4 visites, ils nous reconnaissaient. Et l'orphelinat où j'ai adopté mon fils, un orphelinat où j'étais allée 2 fois. 2 fois et le plus loin de tous aussi. Oui, 10 heures de route, ouais. En plus, il fallait prendre le bac. Maintenant, il y a un pont, mais à l'époque, il fallait prendre le bac, c'est-à-dire passer la voiture sur un bac, où il y avait 2 heures de file d'attente pour passer le bac. Non, c'était C'est un quoi le périple, bac? hein. Le Le bac, bac, c'est c'est le quoi? grand bac, hein, où on met les voitures dessus pour passer de l'autre côté de la rive. Ouais, D'accord. et quand on arrivait au bac, hein, et que je voyais qu'il y avait 2 heures d'attente, hein, quasiment, avant de pouvoir passer le bac, les Vietnamiens sont très patients. Moi, nous, non, par rapport à eux. Mais non, voilà, c'était un gros, gros périple. Hein. Mais Ouais. voilà, cet orphelinat, j'y suis allée 2 fois. Et, et c'est un jour, voilà, eux qui ont appelé mon interprète. Mmh. Et c'était pendant ce mois où tu y es Oui, allée, en fait? Ouais. ouais. Voilà, j'avais anticipé avec mon employeur, hein, que je pourrais donc mis de côté mes congés, parce que c'est important aussi, hein, d'avoir suffisamment de congés, hein, et de pouvoir aussi financer un mois et demi sur place. Hein. Donc tout ça, ça avait été anticipé également. Enfin, et puis donc j'avais l'accord de mon employeur, ce qui n'est pas évident pour tout le monde non plus, hein, de pouvoir se libérer comme ça assez rapidement. Et, euh, et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà. Tu m'as posé quoi comme question? Je sais plus. Non, je te disais que c'était, tu as rencontré ton fils le mois même où tu y Voilà. étais. Et je ne rentrais pas de toute façon avant d'avoir pu rencontrer je savais pas que ce serait mon fils, mais mon enfant, et d'autres adoptants que j'ai pu rencontrer qui n'avaient pas le choix, soit parce que financièrement ils pouvaient plus assumer sur place, parce que ça revient quand même assez cher, parce que l'interprète, hein, c'est obligatoire une interprète pour aller dans les orphelinats. On ne peut pas y aller. Enfin, il y a très peu d'orphelinats qui acceptent les adoptants, enfin, sans interprète. Donc il faut rémunérer l'interprète tous les jours. Hein. Il faut rémunérer le conducteur, parce qu'on ne conduit pas sur place. Hein. Donc il faut un chauffeur, une voiture, l'essence. Hein. Enfin, tout ça, c'est tous les jours. Donc c'est un gros budget. Hein. Plus le logement, tout ça. Donc il y a des adoptants qui ne peuvent plus financièrement, et qui n'ont plus la possibilité de rester sur place. Hein. Et puis parce qu'il y en a, voilà, ça fait un mois, ils ne peuvent plus prendre de congés, hein, au niveau de leur employeur, et n'ont pas rencontré leur enfant. Moi, j'ai vu des crises de nerfs d'adoptants qui avaient eu un long parcours de fécondation in vitro, d'insémination artificielle pendant des années, et qui avaient donc cheminé dans leur projet d'adoption, et qui étaient là, au Vietnam,
ont pu rester un mois et qui ont dû repartir. Je me souviens d'un couple à l'aéroport quand je ramenais ma meilleure amie. Je le connaissais, je les avais rencontrés, hein, et la femme était en crise de nerfs, allongée sur le sol de l'aéroport, à l'idée de prendre l'avion. Son mari essayait tant bien que mal de la soutenir, parce que c'était fini, quoi. Pour eux, c'est terminé, quoi. Il y avait plus d'espoir, quoi. Ils repartaient en France, et depuis un mois, ils n'ont pas, on leur a pas proposé d'enfant. Voilà, parce que c'est vraiment le terme, c'est proposer un enfant. Voilà, c'était le terme. On attend tous qu'on nous propose un enfant. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est Ouais, l'orphelinat qui décide à qui aussi ils vont proposer un enfant. exactement. Et c'est pour ça que moi, l'orphelinat où était dans lequel je suis allée, mais mon fils n'était pas encore arrivé, hein. Et, j'étais allée donc 2 fois avec mon interprète, et ce sont eux qui ont appelé mon interprète pour me dire voilà, on a un enfant adoptable, c'est le terme aussi, hein, adoptable, à proposer à me proposer. Donc mon interprète m'appelle à 21 h le soir, hein, en me disant tenez-vous prête, je viens vous chercher à 4 h du matin et on part dans le Mékong. Euh, et là, elle m'a dit un terme, elle m'a dit je vais vous présenter votre fils. Elle était persuadée, persuadée. Elle l'a tellement, là pour le coup, enfin, c'est dit, c'est voilà, elle s'est dit, voilà, c'est voilà, ça va être la rencontre. Elle m'a dit, je vais vous présenter votre fils. Et moi, j'étais là, j'ai eu, enfin, j'étais sans dessus dessous, mais pareil, j'ai pris beaucoup de distance. Je dis, voilà, je veux pas m'emballer, voilà, voilà, parce qu'on m'a pour du mois que j'ai passé, voilà, au Vietnam, donc ce mois, un peu plus d'un mois, on m'avait présenté une petite fille, hein, voilà. Euh, on m'a proposé une petite fille, hein, et j'ai refusé. Euh, voilà, honnêtement, j'ai refusé. Elle était beaucoup plus âgée. C'était de petites filles qui avaient des gros soucis comportementaux, hein, et sociaux. C'est-à-dire qu'elle était effrayée. Elle avait peur et était effrayée, ce qui fait que dans l'orphelinat où j'ai adopté mon fils, hein, donc cet orphelinat m'a proposé une petite fille. On ne pouvait pas l'approcher. Personne ne pouvait l'approcher. Elle était cachée sous les lits, hein, et on ne pouvait pas l'approcher. Et donc on m'a proposé cette petite fille. Je suis allée la rencontrer. Ça a été un moment très difficile pour moi parce que je suis allée la rencontrer. J'ai jamais pu l'approcher. Et mon interprète, donc voilà, discutait avec la directrice. Et il aurait fallu des mois, en rentrant en France, des mois d'apprentissage, des mois d'approche. Je m'en suis pas sentie capable. Je m'en suis pas sentie capable. J'étais seule. Elle était, c'était trop compliqué pour moi. Elle était plus âgée. Donc elle avait tout un passif, hein, parce que je crois elle avait 5 ans, 5-6 ans, donc il y avait tout un passif aussi au vu de son comportement. Enfin, et ce qui a été difficile en plus lors de cette rencontre avec cette petite fille, hein, c'est que pour patienter, entre guillemets, hein, parce que les nourrices, la directrice essayait de l'approcher pour qu'elle puisse venir vers moi, on m'a mis dans les bras un bébé, hein, voilà, que j'ai tenu pendant à peu près plus d'1 heure. Voilà. Et, et dans ma tête, voilà, dans ma tête, ça a été très compliqué parce que je me dis, mais pourquoi pourquoi j'ai ce bébé dans les bras? Et on me disait, non, il n'est pas adoptable, il n'est pas adoptable. Et j'avais ce bébé dans les bras. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, il y a quelque chose, quoi. Peut-être c'est ce bébé qu'on va me proposer. Et, euh, et, et donc j'étais complètement perdue. Et j'ai jamais pu approcher cette petite fille. Et donc on m'a demandé si je souhaitais poursuivre, hein, le projet d'adoption avec elle. Je dis non, j'en suis pas capable. J'y arriverai pas. Je le savais que j'y arriverais pas. Et donc on est reparti donc de l'orphelinat avec mon interprète. Donc j'étais déjà sans dessus dessous parce que cette petite fille, je savais pas. Moi j'y suis allée, j'y croyais. Et puis j'ai vu que effectivement, je me suis rendu compte que ce serait impossible, quoi. J'étais pas taillée pour,
je me projetais pas du tout, c'est trop difficile. Mais en revanche, je dis: «Mais Eliane, pourquoi, j'ai ce bébé dans les bras?» Et elle m'a répondu: «Non, non, c'était pour patienter, hein, le temps d'essayer d'apprivoiser la petite fille pour qu'elle vienne, vous voir, hein, mais cet enfant n'est pas adoptable». Donc je suis passée par tous les, voilà, toutes les émotions là pour le coup, hein, et j'ai mis quand même beaucoup de temps à m'en remettre, hein, de cette expérience qui a été, très douloureuse, à la fois par rapport à la petite fille, puis le bébé que j'ai tenu dans mes bras, et cetera. Et il s'avère que c'est dans cet orphelinat que j'ai rencontré mon fils, hein. Ce sont eux du coup, hein, qui, ont appelé mon interprète, une fois Et la est-ce que c'est pour ça aussi que quand, ton interprète t'a dit qu'il y avait un enfant, tu as pris de la distance, tu as mis de la distance tout de suite pour ne pas te projeter trop oui, vite et peut-être être déçu? oui, parce que j'avais eu effectivement cette expérience très douloureuse dans cet orphelinat, heu, de ne plus y croire, d'y croire, de ne plus y croire, enfin voilà. Et donc j'ai pris beaucoup de distance, hein, même si j'étais, enfin voilà, hein, c'est toujours facile, hein, de dire, «J'ai pris de la distance», c'est pas simple. Non, non, j'avais une grosse charge émotionnelle, mais je me protégeais, hein. Et voilà, et on est parti, voilà, à Canto. Donc j'essayais de ne pas trop y penser, sur la route, hein, en me disant: Je verrai sur place, hein, comment ça va se passer», hein, voilà. Ouais, c'est ça, attendre d'arriver et voir, vraiment sur Ouais. place comment c'est, parce que comme tu dis, c'est énormément de route, c'est loin, il y a le bac entre 2 et cetera. Ouais. Donc ouais, vraiment. Et alors du coup, cette rencontre, comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, je suis arrivée, hein, donc à l'orphelinat, mon interprète a discuté avec la directrice, hein, et là, ils sont allés chercher mon fils, hein, qui avait 3 semaines et demie, hein. Donc il venait d'arriver à l'orphelinat, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai rencontré cette petite fille, il était pas, à l'orphelinat. C'est Voilà, il est arrivé, juste après, hein, et on m'a mis, mon fils, hein, donc du coup dans les bras, mais bon, c'était pas encore mon fils était tout emmailloté, je ne voyais que sa tête, était minuscule. Je ne voyais que sa tête, il était tout emmailloté, hein, et il rigolait tout le temps. Il dormait, mais il rigolait tout le temps. Et puis, bah, là, c'était, voilà, c'était, une évidence. De la même manière, quoi, c'était une évidence, je l'ai tenu dans mes bras, et j'ai de voilà, tout de suite, c'est mon fils, hein. Je n'ai même pas à me poser de questions, quoi, ou à réfléchir, ou voilà, c'est mon fils, hein. Ça a duré, 1 heure, hein, où je l'ai tenu dans mes bras. Ils ont donc voilà, les nourrices ont repris mon fils, l'ont mis, dans son lit, hein, et de là, mon interprète a discuté donc avec la directrice. Donc moi, je ne comprenais rien, hein, discuter en vietnamien. La directrice parlait absolument ni français ni anglais, hein, donc tout se faisait en vietnamien, d'où la nécessité d'avoir une interprète aussi, mais agréée, hein, agréée à pouvoir, entrer dans les orphelinats. Et mon interprète est venue vers moi, enfin, parce que moi donc je lui dis: «Oui, je veux l'adopter». Elle m'a dit: «Écoutez, bah, c'est votre fils, hein. On s'en va». «Ah bon?» heu, comment voilà, c'est tout, hein. «Ah oui, oui, oui». Je dis: «Mais j'ai pas de documents à remplir ou» «Ah non, 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 c'est la parole, donc ce sera votre fils, hein». Donc après, il y a toute une procédure bien sûr, administrative, mais en tout cas, c'est le fils qu'on m'a proposé et qui m'est attribué, quoi, cet enfant est m'attribué, mais je ne signe rien. Et là, mon interprète me dit: «Bah voilà, maintenant, il faut que vous rentriez en France». «Ah bon?» J'ai dit: «Mais alors» là j'étais, je comprenais plus rien. Là, je me dis: «Mais ben, enfin, qui me prouve, moi, que comment je suis sûre que voilà, que cet enfant que j'ai tenu dans mes bras, voilà, c'est mon fils, quoi, il m'est attribué et que je n'ai rien signé». Et elle m'a expliqué, voilà, parce que j'étais vraiment, mais un peu, même en traumatisme, quoi. Je me suis dit: «C'est enfin, voilà», j'y croyais pas. Et elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Vous savez, les Vietnamiens n'ont qu'une parole, hein. Il y a pas besoin de signer quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez la parole de la directrice, que vous avez, accepté l'enfant qu'on vous a proposé, ce petit garçon que vous a proposé, vous l'avez accepté, elle n'a qu'une parole, hein. Donc vous rentrez en France, vous préparez l'arrivée de votre, petit garçon, sa chambre, tout ce qu'il y a à faire. On ne veut pas que les
futurs parents adoptifs ne reviennent voir l'enfant, il ne faut pas qu'il y ait d'attachement. Parce qu'après, il y a tout un dossier administratif. Et que si jamais il y a quoi que ce soit, il ne faut pas qu'il y ait d'attachement de l'enfant vis-à-vis du futur parent et du parent vis-à-vis de son futur enfant. Donc on le rencontre, ça dure 1 heure et après on s'en va. Et on retourne en France, hein. Et là, on a l'impression d'être sur une autre planète, hein, parce que entre ce moment, après 1 mois et quelques, hein, on vous propose un enfant, on le tient 1 heure dans ses bras, on vous dit que ça va être votre enfant et on doit partir et parvenir plus le voir et de se dire je dois préparer maintenant son arrivée, je rentre en France et je ne sais pas dans combien de temps je reviendrai. Alors là, il y a tout un espèce d'immense grand écart entre cette espèce de rêve et la réalité. Alors là, moi, ça m'a pris, je crois, des jours, peut-être même des semaines, avant de me rendre compte que oui, bah là, je suis en train de devenir maman et que j'ai mon petit garçon que j'ai laissé au Vietnam et que là, je dois préparer son arrivée et vraiment préparer une chambre, préparer la crèche, la nourrice, enfin voilà, tout s'organiser. Quand on est, enfin, j'étais encore de cette espèce de rêve hors du champ de la réalité. C'est compliqué. C'est super compliqué. Donc voilà, donc je suis repartie en France. Voilà. Et heureusement que j'étais en lien avec mon interprète qui prenait régulièrement des nouvelles de mon petit garçon à l'orphelinat, parce que là, il y a tout le dossier administratif qui se monte. Et c'est là où ils font aussi des recherches d'une éventuelle famille aussi existante. Ce qu'on m'avait expliqué, qu'il y a des articles dans les journaux qui passent, qui sont parus pour voir s'il n'y a pas une famille existante qui pourrait se révéler ou se manifester. Voilà. Donc on est sûr de rien. On est encore sûr de rien. Il suffit que voilà, il y ait quoi que ce soit qui interfère soit dans la démarche administrative, soit qu'il y ait une famille qui décide de venir chercher à son enfant du coup. Et puis à l'époque, il y avait eu aussi une épidémie dans un orphelinat où il y a eu des décès d'enfants qui avaient été, enfin, qui étaient en phase d'adoption. Enfin, donc c'est vrai que voilà, il y a toutes des mesures finalement de protection enfin, bah, des enfants et puis des parents qui font que voilà, on doit rentrer, on doit quand même préparer l'arrivée de l'enfant, mais il ne faut pas qu'il y ait d'attachement. Tu t'attendais à ça? Pas du T'avais été tout. préparée? Non, Non? non, pas du tout. Je savais qu'on on voyait très peu l'enfant, mais je pensais pas que ça ne durait qu'1 heure. Je pensais que j'aurais des papiers à signer. Je pensais qu'il y aurait toute une démarche sur place. Et je pensais pas qu'on me dirait, bah voilà, maintenant on rentre ce soir et vous repartez en France. Il se passera plus rien en Vietnam. Je pensais pas. Je pensais quand même que je resterais quelques jours. Je sais pas, même peut-être je reviendrai le voir une fois ou qu'il y aurait un dossier, je sais pas. Et là, c'est on coupe, tout de suite on coupe. Moi, j'avais un billet de retour échangeable parce que j'avais plus de date de retour puisque j'avais un peu dépassé le temps que je m'étais octroyé sur place en me disant de toute façon je reste, je reste. Mon interprète m'a toujours dit le temps fera les choses, le temps fera les choses, le temps fera les choses. Donnez-vous le temps. Les Vietnamiens ont cette notion au temps que nous on n'a pas et ne vous inquiétez pas, le temps fera les choses. Prenez le temps, prenez le temps. Soyez patiente. Donc moi j'avais en accord avec mon employeur, je me dis bah, je resterai le temps qu'il faut. Voilà voilà, du rêve à la réalité, c'est compliqué. Le Et retour a été compliqué. ouais, mais t'es retournée combien de temps après au Vietnam, du coup? Donc du coup, je suis revenue en France. J'ai préparé voilà, la chambre, la crèche. Enfin, dans un premier temps, la nourrice, la crèche, enfin voilà, toutes les démarches. Et puis, je ne savais pas, je savais que c'était à peu près 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. On n'a pas cette notion du temps, c'est-à-dire qu'il faut que le dossier se fasse au Vietnam avec les autorités vietnamiennes. En revanche, mon interprète m'avait dit tenez-vous prête, euh, voilà, entre 2 mois, 2 mois et demi, tenez-vous prête.
Et elle m'a appelée un jour en me disant, «Voilà, vous pouvez revenir au Vietnam chercher votre fils». Voilà. Mais comme ça, du jour au lendemain, hein. C'est-à-dire qu'elle m'a prévenue que je pouvais, voilà, de suite revenir au Vietnam. Donc là, c'est pareil, au niveau de son employeur, la même manière, c'est branle-bas de combat. Parce que là, on repart encore pour 3 semaines, hein, 1 mois, enfin. Donc il faut le visa, il faut prendre son billet d'avion, il faut prévenir son employeur. Euh, Ce que j'ai fait, à nouveau, aussi avoir quand même son enveloppe budgétaire pour rester encore un mois au Vietnam. Tout ça, de la même manière, il faut l'anticiper aussi en amont. Et donc là, elle m'a dit, c'est bon, le dossier, c'est OK, tout est bon. Vous pouvez venir chercher votre fils, hein. Donc, voilà, branle-bas de combat. Et donc, il s'est écoulé. Je suis revenue, je crois que c'était début décembre 2005, de mon premier voyage au Vietnam, et je suis repartie en mars 2006 au Vietnam. Oui, à peu près, oui, parce que je suis en mars. Donc, il s'est écoulé, ouais, 3 mois quasiment. Et donc toi, tu retournes au Vietnam, les papiers sont faits pour adopter ton fils et tu rentres tout de suite en France avec lui? Non, le dossier est juste au niveau des autorités administratives vietnamiennes, comme quoi, moi j'ai l'accord des autorités vietnamiennes pour mener donc toute cette procédure d'adoption dans un premier temps au Vietnam. J'ai l'accord de pouvoir revenir au Vietnam pour adopter mon fils, c'est tout. Donc j'arrive au Vietnam et là j'arrive à Saigon et là mon interprète vient me chercher euh, pour m'amener dans un hôtel euh, à côté de l'orphelinat, donc à Kanto, un hôtel dans lequel je vais rester je ne sais pas combien de temps, où là j'aurai le droit de venir voir mon fils tous les jours pendant 2 heures à l'orphelinat. 2 heures, pas plus. Donc tous les jours, j'étais dans cet hôtel, en plus que moi je n'ai pas réservé, c'est mon interprète qui l'a réservé, donc c'était vraiment un hôtel vietnamien, pour le coup, absolument pas un hôtel international. Et comme je suis revenue très très vite, j'avais pris juste un bouquin avec moi, et donc j'étais dans cet hôtel vietnamien, avec des petits déjeuners vietnamiens, des repas vietnamiens, personne ne parlait ni anglais, ni français, avec une chaîne de télé, je me souviens, c'était TV5 Monde, et mon bouquin, et je n'avais que ça, et tous les jours, mon quotidien était rythmé par ma visite à l'orphelinat, où j'avais mon chauffeur en vélomoteur qui venait me chercher à l'hôtel, il était tous les jours à l'heure, il m'attendait en bas de l'hôtel, et il m'amenait, donc j'étais derrière lui, et il m'amenait à 20 minutes de route en vélomoteur à l'orphelinat, où j'étais donc, je me souviens, au 3e étage d'une bâtisse, c'était l'orphelinat de la Croix-Rouge à Canto, qui n'existe plus d'ailleurs. L'orphelinat de la Croix-Rouge, donc c'était le bas, c'était plutôt des, des personnes qui étaient en situation de handicap. Et en haut, l'étage était vraiment réservé pour les enfants de l'orphelinat. C'était un petit orphelinat, il y avait très peu d'enfants. Et il y avait donc une pièce principale avec 2 pièces pour les lits des enfants, donc les chambres. Et donc dans cette pièce principale, c'était un peu l'espace de jeu, l'espace pour nourrir les enfants, pour accueillir les parents adoptifs, adoptants. Voilà, et il y avait au milieu de cette pièce le bureau de la directrice avec une table, et cette directrice, ancienne cadre communiste, à son bureau, qui ne nous quittait pas des yeux. C'est-à-dire que dans cette salle, je restais pendant 2 heures avec mon enfant tous les jours, et elle me regardait. L'enfer, l'enfer. Parce que moi, j'ai pas. Enfin, voilà, c'était mon premier enfant, d'ailleurs mon seul enfant, mon premier enfant. Moi, je savais pas comment faire. C'est pas comme quand on est dans une maternité qu'on a pu se préparer, que l'enfant arrive, qu'il y a sa mère ou sa famille, les infirmières qui nous guident, qui nous montrent. Et puis parce que c'est la France et que là c'est un pays où les choses se passent complètement différemment. Donc moi je tenais mon fils dans mes bras. Donc déjà je ne le tenais pas comme il fallait, parce que des fois je le mettais comme ça, la directrice se levait,
sans un mot, elle arrivait, elle me prenait des bras et elle me mettait dans la bonne position pour elle. Oh, l'enfer. Parce que à ce moment-là, alors là, je me protégeais plus émotionnellement parce que bah voilà, je pouvais plus. Et là, j'avais qu'une seule pensée de toute façon à chaque fois que j'étais avec mon fils. J'en profitais pas complètement parce que déjà, je savais pas comment faire, j'avais l'impression de mal faire et j'avais cette pensée en boucle dans ma tête, on va me l'enlever, on va me l'enlever, on va me l'enlever. On va me l'enlever, on va me l'enlever, on va me l'enlever. Je sais pas faire. Je suis nulle. Voilà, elle se levait, elle me le retirait des bras. De la même manière, quand je lui donnais son biberon, c'était pas la bonne façon de faire parce que il fallait que l'enfant soit allongé à plat et on donnait le biberon, voilà, sans le tenir dans les bras. Voilà, il ne tenait pas les enfants dans les bras. Déjà, il y avait très peu de nourrices et trop d'enfants, donc les enfants étaient dans des entre des coussins et ils mettaient des coussins qui calaient le biberon et c'est l'enfant qui tétait tout seul son biberon. Voilà, parce qu'il y avait trop peu de nourrices. Donc moi, voilà, je donnais pas à sa façon à elle, la directrice, correctement le biberon. Je le tenais pas correctement. Et puis dès qu'il pleurait, tiens, j'angoissais parce que je me dis, il se plaît pas dans mes bras. Elle va me l'enlever, elle va me l'enlever, elle va me l'enlever. Donc voilà toutes les pensées que j'avais. Et ce qui fait que c'était un peu anxiogène et que j'étais pas détendue parce que je pense que si j'avais été seule avec lui, voilà, je me serais détendue, mais j'avais cette directrice à son bureau juste à côté de moi qui ne me, qui ne détachait pas ses yeux de moi, qui me fixait. Jamais un sourire, jamais un mot. Enfin, parlait de toute façon que vietnamien. Et dur. Ouais, Bah, alors, c'est des vraiment nourrices, tout pour te mettre à l'aise, quoi. Vraiment. voilà. À l'inverse des nourrices qui étaient très souriantes, très avenantes, qui m'aidaient, tout. Mais cette directrice qui avait, en gros, sa vie entre mes mains, quoi. Enfin, voilà, avec celle de mon fils. Oh, quelle angoisse! Donc, tous les jours pendant 2 heures, je n'ai fait ni tourisme ni rien. Le reste du temps, je passais le temps à flâner avec les pensées complètement en dehors de tout. Et les week-ends, on n'a pas le droit d'aller dans l'orphelinat. Ben, j'essayais de me promener, mais bon, voilà, j'étais pas dans un mouvement de découverte de la ville et du pays. Et ça a duré comme ça pendant 15 jours quasiment. Voilà. 15 jours parce qu'il a fallu 15 jours pour que les papiers soient faits pour que tu puisses rentrer en France? Et là, du coup, au bout d'un jour, j'étais à l'orphelinat, oui, voilà. Enfin, pour préparer. Alors, les papiers étaient déjà faits. Et là, ils préparent ce qu'on appelle la remise officielle de l'enfant. Voilà. La remise officielle de l'enfant, c'est au niveau un peu comme la mairie, si vous voulez, en France, quoi. C'est l'autorité compétente de la ville de Canto. Donc là, il y a tout, effectivement, le dossier au niveau de la ville en elle-même, avec la remise officielle et la préparation. Donc pour le coup, j'étais un jour à l'orphelinat avec mon fils dans les bras, et je savais que de toute façon, j'étais en attente de cette remise officielle, je savais que ça arriverait, mais on ne sait pas quand. Et un jour, je vois branle-bas de combat autour de moi, où je vois les nourrices qui se précipitent dans mes bras, me prendre dans les bras, etc. Mais personne ne parle français. Et puis là, je n'ai plus mon interprète. L'interprète, c'est fini, là. À ce moment-là, voilà, je suis toute seule. Pas, oh, vraiment, mais ni anglais ni français. Donc, et dans mes bras, et elles prennent mon fils, Gaspard pour le coup, puisque là, voilà, euh, Gaspard, voilà, le prénom, à partir du moment, de toute façon, j'étais repartie du Vietnam le premier voyage, voilà, c'était Gaspard. Et elle le prenait dans les bras, etc. Et là, je me dis, il se passe quelque chose. Et donc là, j'ai compris, que c'était remise officielle. Et de là, mon interprète à nouveau est intervenue. Elle m'a appelée quand je suis revenue à l'hôtel en disant, voilà, la remise officielle, c'est tel jour, telle date. Donc préparez-vous. Remise officielle donc dans les autorités judiciaires de la ville de Canto. Donc là, il y a plein de monde, des administratifs, je ne sais, voilà. Et là, donc il y a des discours en vietnamien. Voilà, il y a mon fils qui a été, du coup, l'interprète lui avait acheté tous ses vêtements que j'avais financés, voilà, mais c'est elle qui lui avait choisi tous ses vêtements pour qu'il soit tout beau, presque en chemise, quoi, pour un bébé à la limite, voilà. Et là, photo, discours, remise officielle. Voilà. Après, signature, voilà, des documents officiels et puis photo, voilà. C'est la remise officielle. Voilà.
Ça Et fait un peu, la fête, du oui, village quoi, enfin de tout le monde qui se réunit pour, c'est ça. comment tu as vécu ça? C'était quelque chose de Bah, tu te tu tu te sens pas vraiment concerné parce que déjà tu parles en vietnamien, tu comprends pas. Donc après ton interprète, elle te traduit pas, tout, voilà. Et puis parce que toutes ces personnes, tu les connais pas, tu les as jamais vues, hein. Moi, je n'ai avec mon interprète, hein, et donc il se passe plein de choses et puis la photo et c'est pas comme ça qu'on procède chez nous. Enfin voilà, j'ai fait enfin je ne sais pas pour l'adoption, mais en tout cas, donc on est un puis moi je suis avec mon fils quoi, ça y est, pour moi c'est déjà une phase de passé, c'est un soulagement donc tout ça c'est un petit peu du protocole mais qui quand même officialise quelque chose. Voilà. Donc quelque part c'est ça y est, c'est officiel. Il faut que ça se fasse parce que c'est vrai que sans cette procédure, j'avais pas signé de dossier particulièrement ni rien. Donc c'est une procédure qui officialise quand même l'adoption. Donc c'est important. Mais moi, j'étais en train de me dire: «Ça y est, je pars avec mon fils, retour Saïgon et ça y est, on va pouvoir, commencer notre vie, de maman et fils ensemble». Voilà. Donc après la remise officielle, on est reparti à l'orphelinat récupérer ces quelques petites affaires et retour Saïgon, dans mon hôtel avec mon bébé. Arrivé à l'hôtel à Saïgon, mon interprète me quitte, pour le coup là, et là je me retrouve toute seule dans ma chambre d'hôtel avec mon fils. Grand moment aussi. ouais, j'imagine et tu rentres en France combien de temps après? Je rentre en France, il a fallu encore 15 jours, sur place parce que là, donc là j'ai tout un dossier en vietnamien. Mmh. Et donc là, c'est toute la procédure auprès, à l'époque, de la mission d'adoption internationale, la MAI, donc avec le consulat du Vietnam, où là, il faut faire traduire et notarier l'acte, hein, l'acte d'adoption, donc au Vietnam. Donc là, c'est à moi de me débrouiller. Donc, je vais chez le traducteur, je vais dans les services administratifs pour les signatures, pour les actes notariés, etc. Enfin, quasiment tous les jours, il y a des démarches à faire, mais c'est moi, avec un peu l'aide de mon interprète, qui nous occupons de tout ça. Dossier qui transite par le consulat, direction la mission d'adoption internationale France. Donc là, le but, c'est l'obtention visa-passeport de mon fils. Voilà, donc le dossier d'adoption traduit pour obtenir le passeport et le visa pour rentrer en France. Donc tout ça, ça prend du temps également. Et il n'y a que quand on a le visa et le passeport que du coup c'est l'accord de la mission d'adoption internationale qu'on peut rentrer en France. Et là, il y a beaucoup aussi de peur hein, parce que je sais que j'ai rencontré une adoptante qui n'a pas pu rentrer en France parce que la photo d'identité de son enfant, il y a une oreille qu'on ne voyait pas, donc il a fallu refaire. Voilà, mais c'est pas juste une photo, quoi. Là, ça reprend encore une semaine, 10 jours. Il y avait aussi dans un dossier une erreur d'adresse. Donc là, ça reprend 10 jours, 15 jours. Donc c'est encore 10 jours, 15 jours sur place. Donc, de la même manière, on avait un vol de retour. Donc là, j'avais ma mère qui était avec moi au Vietnam parce que pendant que moi, je faisais toutes les démarches administratives, j'étais en train de courir tous les jours partout. Elle, elle s'occupait de Gaspard dans l'appartement qu'on avait loué. Voilà, et puis qui lui a permis de passer du temps avec son petit-fils. Donc ça prend un certain temps, c'est beaucoup de stress aussi parce qu'on se dit là pour le coup il suffit qu'il y ait le moindre, le moindre petit souci dans le dossier, bah, c'est encore 10 jours, 15 jours sur place. Donc il faut gérer les vols de retour aussi, c'est pas simple puisque à l'époque Air France faisait des vols spécifiques aux adoptants, avec des tarifs pour les adoptants et des places dans l'avion avec le berceau de devant pour pouvoir rentrer avec les enfants. Il y avait un gros soutien d'Air France pour les adoptants à ce moment-là, dans ces années-là. Voilà, donc je suis rentrée, je sais pas, 15 jours et quelques après être arrivée à Saïgon avec mon fils. On a dû partir 15 jours ou 15 jours et demi après. Mais tant qu'on n'a pas passé la douane, la frontière, enfin la sécurité, il y a une angoisse. Et il y a vraiment que quand l'avion a décollé, où là j'ai soufflé, vraiment j'ai soufflé. Là où tu t'es dit: «C'est bon là, c'est on rentre en France».
tout est carré, OK, on rentre à la maison, On quoi. rentre à la maison et c'est vraiment là que j'ai commencé à profiter de mon fils. Ouais. Tant qu'il y a des démarches et tant qu'on est dans l'incertitude qu'il y aura peut-être le petit grain de sable qui fera que bah, on peut pas me l'enlever. Mais moi, je m'étais dit, on peut me l'enlever, quoi. C'était pas tant de rester au Vietnam 10 jours de plus. C'était, je veux pas qu'on me l'enlève. J'avais cette trouille, hein. Donc voilà. Et là, on souffle, on arrive en France. Alors on échangeait aussi par téléphone la dernière fois, tu me parlais de remarques, en tout cas, que tu avais eues d'autres personnes. Oui, Hem, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'en parler dans ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire, quelques mots? oui. Alors, déjà, dans un premier temps, que je t'exprimais, c'est que chaque parcours est différent. Et c'est vrai que chaque personne que j'ai pu rencontrer au Vietnam a un parcours différent. C'est-à-dire que les échecs des uns, c'est pas forcément les échecs que je serais amenée à vivre et inversement. Enfin voilà. Donc, avoir les informations à la source, mais faire son propre chemin. Et en revanche, sur l'adoption, donc moi j'étais en train de démarrer mon chemin avec mon fils, hein, mais tout le monde sait tout sur tout sur l'adoption. Tout le monde connaît quelqu'un qui que quoi et a entendu dire que, voilà. Donc tout le monde a ses clichés sur l'adoption. Enfin, personne, tout le monde retransmet ses peurs, hein, ou ses freins, ou, voilà. C'est souvent ce sont souvent des clichés, des phrases types hein, que j'ai mais régulièrement entendues. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. C'est bah ton enfant a beaucoup de chance euh, d'avoir été adopté. Donc ce à quoi je répondais que moi, c'est moi, enfin à l'époque c'est ce que je répondais que c'est moi surtout qui ai beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, dans mon, moi dans mon idéal, hein, si tu veux, j'ai beaucoup de chance d'avoir et rencontré mon fils, hein. Mais pour moi, il ne devrait pas y avoir finalement d'adoption internationale, hein. S'il y a des adoptions, pour moi, donc déjà, il devrait, idéalement, dans un monde idéal, ne pas avoir d'adoption, mais idéalement dans son propre pays, hein. Moi, c'est vrai que j'étais assez partisane quand même de l'adoption plutôt nationale, hein, voilà, qui était à l'époque pas du tout favorisée, ce qui est le cas maintenant, voilà. Et puis, c'est vrai que dans le parcours que moi j'ai connu en 2005, c'était un petit peu le droit à l'enfant, quoi. Voilà, c'est les parents ou à partir du moment où on n'a pas d'enfant, on ne peut pas avoir d'enfant, c'est aussi ce droit à l'enfant. On accompagne les parents adoptants, c'est super, hein, mais d'où le fait qu'il y ait effectivement cette adoption internationale qui soit aussi favorisée. Il y a très peu d'adoption nationale, très très peu d'adoption nationale. Donc déjà, moi, dans mon monde idéal, donc bah, voilà, idéalement, c'est de ne pas avoir été abandonné, même si c'est un terme que j'ai jamais utilisé avec mon fils, mais enfin voilà. Ben voilà, s'il y a une adoption, c'est plutôt au niveau national, tant qu'à faire, c'est idéal, hein. Voilà, plutôt qu'international. Donc pour moi, c'est voilà, j'avais beaucoup de chance. Donc je supportais pas quand on me disait que c'est mon fils qui avait beaucoup de chance. Voilà, c'était comparé aussi à l'humanitaire. Ah bah tu as fait une bonne action. Enfin, pour moi, c'était pas du tout ça. Moi, j'étais en train de créer ma famille. J'étais pas du tout. J'étais en train de voilà de fonder une famille en la créant. C'était absolument pas de l'humanitaire, hein. Moi, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. Certainement, l'adoption n'en faisait certainement pas partie, quoi. Et jamais j'ai envisagé ça comme sauver un enfant ou faire une action humanitaire, pas du tout. Moi, je fondais ma famille, hein. Ça, plus, oh bah, tu verras quand il sera adolescent, tous les parents ont des problèmes avec les enfants ados adoptés, hein. Donc, même si ça se passe bien maintenant, tu verras, tu auras des problèmes. Et puis alors, des réflexions complètement débiles, hein, avec des personnes qui réfléchissaient même pas. Mais il est arrivé à quel âge avec toi en France? À 3 mois et demi, mais il parlait vietnamien? Il a appris à parler français? Ok. Je dis là, ça va très loin. Là, on va très très loin quand même. Mais tout de suite, voilà. Et puis les expériences, toujours souvent plus négatives que positives. Moi, ça me faisait du bien parce que tout le monde avait besoin de parler d'adoption. Ah, non, je n'avais pas besoin d'en parler voilà, autour de moi. J'en parlais à ma famille, à mes amis ou des personnes même que je connaissais pas, mais je sentais que, voilà. Mais voilà, j'ai pas besoin d'en parler systématiquement à tout le monde. Et tout le monde, par contre, avait besoin, à partir du moment où il est vietnamien, avait besoin de m'en parler, hein, et devant lui. Et ça, je ne supportais pas.
Alors ça, c'est quelque chose, on ne peut souvent je faisais la réflexion, je dis: «Non, vous ne parlez pas maintenant comme ça devant mon fils, hein». Voilà, c'est pas un sujet, enfin voilà, ouvert, universel comme ça, sans pudeur, sans rien et tout le monde s'octroyait ce droit de me parler. Mais j'en ai eu des réflexions, vraiment, mais vraiment, qui allaient très loin dans la débilité des fois et puis dans l'impudeur. Voilà. On me demandait si, son père était vietnamien. Enfin, pourquoi on me demandait si son père était vietnamien, quoi? C'est, voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de questions qui en plus rentrent vraiment dans l'intimité, Oui, de la famille et dont tu n'as pas envie de parler et partager à d'autres et ça ne regarde pas absolument pas tout le monde en plus, ça regarde les personnes que tu as envie de d'investir de ce, de cette famille et cetera, tu vois? Mais effectivement, il y a beaucoup de questions, en tout cas quand on parle de l'adoption, en tant que parent adoptant et enfant adopté aussi, ces questions hyper intimes qu'on vient nous poser sans pour autant se rendre compte de l'intimité que c'est en les posant, tu vois? Et ça, moi, c'est des choses, il faut s'accrocher, quoi, oui. vraiment. Oui et alors pour l'enfant et pour le parent aussi, enfin, voilà, je pense que là, il faut laisser, la possibilité, bon, à l'enfant ou le parent, de pouvoir s'exprimer s'il en a envie ou pas. Moi, je sais que mon fils, hein, bah, je lui ai parlé, juste en aparté, je lui ai parlé de ton podcast, il me dit: «Non, j'ai pas envie maman. Pour moi, j'ai pas envie de parler de l'adoption à des personnes qui écouteront, que je ne connais pas. Dis-moi, c'est quelque chose de très intime, l'adoption, pour moi, mon parcours. J'en parle à qui j'en ai envie» et je comprends, voilà, je et en tant que parent, même moi, c'est tout le monde, quoi, mais pratiquement tout le monde, rares sont les personnes qui ont fait preuve vraiment de pudeur, voilà, ou qui attendaient que j'en parle, moi, que ce soit une démarche, de ma part, mais et puis devant lui, voilà, c'est, les des personnes qui parlaient. Moi, c'est vrai que je n'ai jamais utilisé le terme abandon, enfin, avec, Gaspard, mais en revanche, les personnes qui d'emblée, hein, comme ça, mais même des médecins. Je me souviens pour un vaccin, devant mon fils, «Ah oui, donc votre garçon a été abandonné», mais comme ça, mais ça venait direct, hein, dans la conversation et je lui ai dit carrément, je lui ai dit: «Mais vous taisez, hein». Comme je lui ai répondu comme ça, j'ai dit: parce que je suis une mère louve, hein. Je suis pas une mère poule, je suis une mère louve, donc j'étais très, très épidermique sur ces sujets, hein. Sans parler d'une fois en allant, j'ai beaucoup voyagé avec lui, voilà et à un poste de frontière, à la douane, au niveau des passeports, il interpellé, un jeune qui était complètement interpellé. Il regarde mon fils, son passeport, il regarde moi. Il dit: «Mais c'est votre fils?» Je dis: «Oui, oui, c'est mon fils». Je dis: «Vous voyez, on a le même nom sur le passeport». Parce qu'en plus, voilà, j'étais donc mère célibataire pour mon nom et on a le même nom, enfin. Il me dit: «Mais d'accord, mais ça veut pas dire que, il y ait pas un souci, hein, parce qu'il y a quand même, hein, beaucoup de trafic d'enfants». Je dis: «Vous vous taisez, vous m'appelez votre supérieur. Vous m'adressez plus la parole et surtout pas devant un enfant. Donc faites preuve un petit peu, enfin, de jugeote, hein. Je veux plus avoir affaire à vous et vous m'appelez votre supérieur». Non mais comme ça, voilà. Oui, alors qu'en plus, là, administrativement, tout est clair, tout est c'est vrai qu'il y a pas plus limpide et puis la vie des gens, enfin, c'est ce qui me vient là en tête, tu vois? Mais laissons les gens vivre leur vie comme ils ont envie de la vivre et avec leur propre histoire, tu vois? Ça sert à rien de se mêler de ce qui se passe, chez les autres, quoi. Oui, ça c'est moi en tant que parent, mais effectivement mon fils aussi a eu des réflexions comme ça, aussi au sujet de l'adoption. Et ce que je te disais la dernière fois, moi ce qui me tient aussi à cœur, hein, d'aborder, hein, rapidement si voilà, c'est que, ma famille, moi, mes amis, on a toujours, donc parlé naturellement, de l'adoption à Gaspard. Je n'ai jamais rien caché. Après, c'était pas un sujet systématique, c'est quand ça venait. Voilà, au fur et à mesure des questions, s'il y avait besoin de questions, enfin et mon fils a un cousin du même âge, ils ont 3 mois d'écart et lui, on lui en a absolument pas, parlé de anticiper, préparer, comme si c'était naturel quoi. Voilà, bah, ton cousin il a été adopté, voilà, mais je crois que ça s'est arrêté là. Il était, jeune, voilà et un jour, juste pour l'anecdote, hein, ils étaient dans la même école, ils étaient dans la même classe et un jour, il y a un
petit copain de leur classe qui est venu voir Gaspard et Arsène, étaient ensemble en train de jouer dans la cour, hein. Elle est venue les voir en disant mais de toute façon, vous n'êtes pas cousins tous les deux. Et donc Arsène a dit bah si, on est cousins. Et le petit garçon a dit non, parce que Gaspard, il était adopté, donc c'est pas ton vrai cousin. Et autant le mien, qui avait été préparé à tout ce qui pouvait intervenir au niveau extérieur, soit au niveau du racisme, au niveau de l'adoption, était quand même assez préparé, puis je pense qu'il a la psychologie pour cloisonner un peu ce blindé. Autant son petit cousin, pas du tout préparé, pas du tout anticipé, il n'a pas compris. Il est revenu en pleurs chez lui, auprès de sa mère, en disant « Gaspard est pas mon cousin, mais pourquoi maman ?» Et il a fallu là, à ce moment-là, que sa mère en discute avec lui. Et tout, mais il était traumatisé. Il s'y attendait pas du tout et il croyait pas du tout, quoi. Ils ont été élevés ensemble, parce qu'on habitait dans la même ville, ils ont tout fait ensemble. Il était absolument pas préparé, il y croyait pas et il l'a vécu, mais vraiment comme une grande claque. Et un bouleversement et même un traumatisme. Il a mis quelques jours avant de s'en remettre. Donc c'est important aussi de préparer l'entourage. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on prépare beaucoup l'enfant adopté à ce qu'il va rencontrer, ce qu'il peut recevoir comme réflexion de l'extérieur, etc. Mais comme tu dis, un cousin, enfin, moi j'ai des cousins qui ont mon âge aussi, tu vois, je comprends, enfin, on leur a pas expliqué toute mon histoire, le pourquoi, du comment, Mm. ce qu'on pouvait dire, etc. Donc, ouais, c'est chouette de mettre ça en évidence. Ouais, oui, parce qu'on s'y attendait pas du tout. On n'avait pas du tout anticipé que lui pouvait aussi être bouleversé par des réflexions. Puis bon, on sait que l'école c'est un peu la jungle, donc, au contraire, il faut les préparer. Super. Est-ce qu'il y a un petit message que tu as envie de passer aux personnes qui nous écoutent avant qu'on termine cet entretien? Bah écoute, moi ça va être très très simple. Mon message c'est mûrir, mûrir sa réflexion à partir du moment où on envisage d'adopter. Et en revanche, c'est tracer son chemin et suivre sa route, s'informer comme c'est nécessaire, évidemment, mais se protéger. Et chaque histoire est différente. Et surtout ne pas écouter les, les donneurs de leçons. Chacun son histoire, hein. Exactement, chacun son histoire. Super, bah, écoute, je te remercie infiniment Gwenaëlle pour notre échange. Merci C'est à passé toi. super vite, j'ai pas vu le temps Moi passer. non plus. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi? Sur Alors, LinkedIn? sur LinkedIn, Ouais, donc Gwenaëlle Lecam, et j'ai un Facebook, Gwenaëlle OK, Lecam, et c'est la photo de mon cheval ça qui est marche. en photo parce que ni moi ni mon fils ne seront jamais sur Facebook. Donc voilà, sur Facebook et sur OK, LinkedIn. ça marche. Bah, écoute, je mettrai, les 2 liens dans les notes du podcast, comme ça, si, vous, auditeurs, vous avez envie d'envoyer un petit message à Gwenaëlle, suite à l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Gwenaëlle, je te remercie encore, infiniment, pour notre échange et merci pour tout ce que tu nous as partagé et à vous les auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci Louise. Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Si tu souhaites faire passer des messages ou réagir à cet échange, tu peux le faire sur le compte Instagram 7h30.podcast. Je me ferai un plaisir de les relayer à la personne qui vient d'échanger avec nous. D'ailleurs, si cet épisode t'a plu, je t'invite à en parler autour de toi et à mettre 5 étoiles et un commentaire si tu en as envie sur Apple Podcast. Ça permet de donner de la visibilité au podcast ainsi qu'à tous ces échanges. Et si tu as envie de partager ton histoire et ton parcours à ton tour, je t'invite à remplir le formulaire qui est en lien dans les notes de ce podcast. J'échangerai avec toi avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je te dis à la semaine prochaine.